Ici Moscou, les Français parlent au français, les francophones parlent au francophone. Bienvenue dans votre émission politique préférée en direct sur RT en français. La trêve entre Washington et Téhéran n'aura finalement duré que 3 semaines. Le 7 juillet, les frappes iraniennes ont repris dans le détroit d'Ormuz, suivies par des frappes massives américaines sur tout le territoire iranien. Le président américain Donald Trump a annoncé que celle-ci se prolongerait tant qu'il le faudrait. Il y a 3 jours, on avait un accord. Quand avez-vous parlé pour la dernière fois à un responsable iranien ? Eh bien, pas moi, mais disons mes représentants. Je leur ai parlé. Mais mes représentants leur ont parlé il y a 1 heure, en fait. Et quel message a été délivré ? Ils veulent conclure un accord. Mais chaque fois qu'ils concluent un accord, ils le rompent. Ils ne veulent pas mourir. Les gens ne veulent pas mourir. Oui, il y a environ 1 heure. Et quel message a été délivré ? Vous feriez mieux de conclure un accord. Il ne restera plus personne. Nous faisons très attention avec la population civile, comme vous le savez. Mais j'ai dit, vous feriez mieux de conclure un accord. Il ne vous restera plus rien. Et vous pensez qu'ils le feront ? Ils devraient. Je ne sais pas s'ils le feront ou pas. Simultanément, le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a annoncé de nouvelles opérations contre l'Iran. Mais nous sommes prêts à tout moment. En tout cas, nous l'avons annoncé et nous nous tiendrons à cette décision. Les forces de défense israéliennes ont reçu l'ordre du Premier ministre, de ma part, de se préparer à mener une opération militaire en Iran. Et elles s'y sont préparées très clairement. Je dirais même qu'elles ont hâte d'y revenir. La détermination iranienne n'en sort pas affectée. L'Iran a recommencé à frapper les bases américaines de la région. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, était à Doha ce mercredi sans que l'on sache si des négociations ont eu lieu. Les événements semblent s'accélérer dans la région et Donald Trump, en présence du Premier ministre irakien Ali al-Zaidi, a annoncé le départ des forces américaines d'Irak après 23 ans. Selon le président américain, ce départ est rendu possible par la défaite de l'Iran. Nous ne pensons plus avoir besoin de notre armée là-bas. C'est une très grande opération. Et ce que nous avons, ce sont les compagnies pétrolières qui s'y installent toutes et qui nouent des partenariats avec l'Irak. Ils s'entendent bien. Nos relations sont au point où nous n'avons plus besoin d'y maintenir notre présence militaire. Nous sommes là pour les aider. Nous sommes là pour les protéger en cas de besoin. Mais nous ne pensons pas que ça soit nécessaire. Et ils sont principalement... J'ai considéré l'Iran avant tout comme un adversaire, alors qu'eux, ils auraient pu le considérer comme un ami. L'Iran était un lourd fardeau pour l'Irak, parce que c'était le tyran du Moyen-Orient, comme vous le savez. Et nous étions justement en train d'en parler. Mais ils n'auront plus ce problème, car l'Iran a été fortement déstabilisé, et leur puissance militaire ne représente plus qu'une infime partie de ce qu'elle était il y a tout juste 4 mois. Ils ne seront donc plus confrontés à ce problème. Je crois que, d'une certaine manière, cela leur a donné la liberté de faire ce qu'ils ont à faire. Chairos, je me tourne vers vous. Merci de rejoindre notre émission. Ma première question, c'est une question un peu désespérée. Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce que finalement, Washington et Téhéran vont pouvoir trouver un accord qui tienne un peu plus que 2 ou 3 semaines ? Ou est-ce qu'on est encore parti sur un cycle dont on ne sait pas quand est-ce qu'il va se terminer ? Monsieur Moreau, bonjour, et tout le monde, bonjour. Bah, écoutez, on s'était parlé il y a quelque temps déjà, et on avait estimé, enfin en tous les cas, moi je vous avais dit que Trump était un personnage dangereux, auquel il ne fallait prêter aucune attention, ou alors une attention très sévère, en se disant qu'il était capable de tout. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que ça a été dit notamment par Raphaël Jérusalemi, qu'ils allaient faire tomber le gouvernement, le régime iranien dans les mois qui allaient venir. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'Iran est une grande nation, une grande puissance, une nation qui a un savoir depuis des millénaires, mais que M. Trump et que l'État d'Israël, eux, ont décidé qu'ils allaient couper la chic à l'Iran et récupérer l'Iran. Donc moi, je pense que ça va partir plutôt très loin, que ça va être long, et que c'est à celui qui sera le plus fort. Voilà ce que je pense. Sébastien, je me tourne vers vous. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la simultanéité de cette reprise des combats et du retrait
des forces armées américaines d'Irak. Donc finalement, d'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé, j'ai regardé notamment dans les médias occidentaux. Donc après 23 ans, et finalement un échec, quoi qu'il arrive, eh bien les États-Unis se retirent d'Irak. Comment vous analysez cette simultanéité ? D'abord, pour moi, dire que c'est un drôle de souvenir, parce que je me suis engagé en politique en 2003. Vous savez, au moment de la guerre d'Irak, au moment où il y avait ces grandes manifestations en France, on était 1 million, 1,5 million dans les rues à se battre contre cette guerre et cet engagement de la France dans la guerre d'Irak. On savait de toute façon qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Et on savait aussi, si vous voulez, que le 11 septembre 2001 avait... Alors j'entends un écho, je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Non, on vous entend bien. Non, pardon. Que le 11 septembre, si vous voulez, avait été une sorte d'incendie du Reichstag aux États-Unis qui a permis de lancer la doctrine Wolfowitz, c'est-à-dire une politique qui, après 50 ans de doctrine Kissinger, qui avait mis l'Amérique latine, l'Afrique à feu et à sang, on est rentré dans l'ère Wolfowitz avec cette nouvelle doctrine de néo-impérialisme américain. Et l'objectif était clair. Quand j'ai rencontré à l'époque le mouvement de Jacques Cheminade, il distribuait un document qui s'appelait « Guerre permanente, révolution permanente ». Et en expliquant que la logique dans cette invasion de l'Irak faisait partie du grand plan de néo-impérialisme américain, c'est-à-dire l'Afghanistan, comme on le sait dès les attentats du 11 septembre, puis l'Irak, la Syrie, la Libye, aujourd'hui l'Iran. Tout ça était déjà inscrit, si vous voulez, dans la nouvelle doctrine. Et la doctrine n'avait pas pour but de gagner une guerre, etc. La doctrine avait pour but de mettre le chaos, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en Irak, et j'en suis extrêmement triste, si vous voulez, parce que quand on regarde le bilan de ces 23 ans d'opération américaine, c'est quoi? C'est 300 000 Irakiens qui sont morts, civils, c'est 400 000, rappelez-vous, à l'époque, tous les soldats de l'armée irakienne avaient été licenciés du jour au lendemain, c'était 400 000 soldats qui s'étaient retrouvés sans rien et qui ont servi de base justement au recrutement de tous les réseaux terroristes qui se sont développés ensuite, un Daesh en particulier, donc qui a créé une déstabilisation complète de la région et du monde. Et évidemment, donc on se retrouve aujourd'hui avec les États-Unis qui partent, personne n'en parle, c'est un fiasco, mais en même temps ils ont réussi à créer le chaos, puisque l'Irak aujourd'hui est un pays complètement en ruine, la Syrie est un pays complètement en ruine, le Liban est en ruine, l'Iran est en train de devenir une ruine, et je ne parle pas de l'Afghanistan. Donc on a cette stratégie de chaos qui est mise en place par cette doctrine Wolfowitz, et aujourd'hui qui est extrêmement dangereuse, parce que, comme vous l'avez dit, en effet, tout le monde a dit du côté iranien que les négociations, c'est terminé, que cette guerre était un désastre. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, qui s'appelle Bagaei, pour ne pas écorcher son nom. On a vu les funérailles du guide suprême, vous savez, qui ont réuni presque 20 millions de personnes. C'est un événement historique du jamais vu, et on a entendu vengeance, vengeance, vengeance. C'est-à-dire qu'on est dans un contexte extrêmement explosif, en Iran en particulier. Mais si on regarde le monde d'un peu plus haut, il suffit de regarder au Congo, au Soudan, dans le Sahel, en Centrafrique, en Ukraine. Partout, on voit des incendies qui se déclarent, qui se développent et qui peuvent mener malheureusement le monde au bord d'une troisième guerre mondiale. Et si je peux rajouter encore quelque chose qui est très important, je ne sais pas si vos auditeurs sont au courant, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, aux États-Unis, dans le cadre de la loi d'autorisation de la défense nationale, il y a un projet de loi qui a été mis au vote au Sénat. Donc c'est l'article 1217 au Sénat et 219 dans la version de la Chambre du Congrès, pour une fusion du complexe militaro-industriel américain avec le complexe militaro-industriel israélien, donc les forces de défense israéliennes. Donc on a une loi actuellement aux États-Unis qui pourrait passer prochainement, qui fusionnerait les deux complexes militaro-industriels des États-Unis et d'Israël dans une sorte de corporation globale offensive, et qui est extrêmement dangereuse quand on connaît évidemment les
les fous messianiques qui dirigent actuellement Israël. Merci pour cette information cruciale. Vous voulez réagir, Thierry? Oui, je partage entièrement ce qui vient d'être dit, et j'ajouterais que effectivement, si on n'y voit pas si clair et si on a l'impression de tourner en rond, c'est que les objectifs affirmés de Washington, en tout cas les objectifs stratégiques, Washington n'a aucun moyen de les réaliser finalement, que ce soit au Proche-Orient où ils souhaiteraient un changement de régime en Iran. Ils ont essayé le bombardement, ils ont essayé le blocus, et rien n'a marché pour le moment. Donc ils remettent un coup de bombardement. Et puis sur l'Europe, sur le théâtre européen, évidemment, le projet étant est le démembrement de la Russie. Et pour ça, il faudrait gagner la guerre, mais on en est un peu loin. Ouais, c'est un peu compliqué. Donc, et au milieu de tout ça, effectivement, il y a Trump qui, effectivement, semble être un agent du chaos, hein, ni plus ni moins. Oui, j'ai bien aimé ce que disait Sébastien. Exactement, oui, que je partage tout à fait, parce que là, au-delà de cette stratégie visible, il y a effectivement le chaos qui est visiblement le véritable objectif. Mais selon vous, c'est un chaos organisé ou Trump est complètement dépassé par les événements? Non, Trump, je pense, c'est un agent du chaos. Il est là pour se remplir les poches. Il fait du stop and go sur les bombardements. À chaque fois, il y a un délit d'initié derrière. Ça lui profite. Ça profite à son entourage. Et il est très bon pour le job, en tout cas pour ce qu'on appellerait l'État profond américain. Antoine. Oui, j'aimerais revenir sur la façon, la raison pour laquelle ce mémorandum ne fonctionne pas. Eh bien, d'après moi, en tout cas, ils ne sont pas d'accord déjà sur le cadre, sur la méthode, parce qu'on a les États-Unis qui cherchent à obtenir déjà la réouverture du détroit d'Ormuz et surtout un accord vraiment concentré, étroit, technique sur le nucléaire iranien. C'est vraiment la raison. Rappelez-vous, c'était au mois de juin de l'année dernière, les premiers bombardements américains, c'était justement sur ce complexe nucléaire. Et puis, donc, avec ces limitations de l'enrichissement, les inspections, la levée partielle de sanctions, voilà, c'est le cadre dans lequel les États-Unis aimeraient obtenir un accord, alors que de l'autre côté, on a l'Iran qui exige davantage des garanties de sécurité complètes, régionales, et qui n'oublie surtout pas ses alliés régionaux que sont le Hezbollah, ça, c'est un point important. Les Houthis. Et donc, on a vraiment deux visions différentes de ce règlement du conflit, et d'autant plus qu'on vient de l'aborder, avec un allié tel qu'Israël, encombrant au niveau... parce qu'on voit bien Donald Trump qui a du mal à tenir Benjamin Netanyahu quand il décide de s'en prendre à l'Iran. Il n'attend pas toujours le feu vert de Washington. Chairos, là, je pense que c'est important ce que vient de dire Antoine, parce que effectivement, qu'est-ce qui s'est passé en fait ces 3 dernières semaines? Il y a eu une espèce de coup d'État à l'intérieur de l'État irakien. Donc où la minorité chiite qui était en Irak est une majorité, où les chefs chiites ont été arrêtés. De la même manière, on a eu un accord au Liban entre Israël et la direction libanaise, mais pas avec le Hezbollah, et en fait contre le Hezbollah. Donc en fait, en se mettant à la place de Téhéran, on comprend aussi que eux, ils ont estimé avoir été floués et que finalement négocier avec Washington, ça ne marche jamais parce que toute trêve, en fait, permet au contraire à Washington, à Tel Aviv, de reprendre des forces pour repartir à la guerre. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que vous avez une analyse tout à fait juste. C'est toujours les mêmes choses depuis Saddam Hussein. Enfin, on en a vu tomber des pays. Et quand on regarde bien ce qui se passe, c'est toujours le même mode opératoire. Le séparatisme, essayer de faire imploser de l'intérieur les États. Là, vous l'avez souligné, l'Irak, c'est rigolo parce que normalement, il devait partir en 2011, il me semble. Et là, le retrait, ça doit être septembre 2026. On espère qu'ils vont partir. Ils négocient avec le Liban, mais ils ont pillé le Liban. Enfin, je veux dire, moi, j'ai une grande pensée pour les Libanais, que j'estime être un grand peuple. Le Hezbollah étant effectivement l'ennemi pointé du doigt par l'État d'Israël et les Américains. Et d'ailleurs, je voudrais rebondir sur ce que disait le collègue tout à l'heure, quand il a parlé de cette fusion américano-israélienne. Je crois qu'elle est décidément bien ancrée depuis au moins 2 ans. Voilà, moi, c'est ce que je pense. On a un souci. Quand est-ce que le monde va se réveiller pour pouvoir contrer
ces nations qui mettent le chaos. Alors, l'un des collègues disait que Trump était un agent du chaos qui se débrouillait plutôt bien, ma foi, et qui pensait qu'à ses poches, ce qui est tout à fait vrai. Je trouve ça lamentable de vendre notamment les terres palestiniennes, la Riviera à Gaza, etc. Enfin, il n'y a que lui qui décide. Il y a bien des gens qui vont s'opposer à cet odieux personnage. Moi, je souhaite à l'Iran de pouvoir s'imposer dans ce bras de fer qui, ma foi, s'avère tortueux et long. Mais je pense que si le monde ouvre les yeux, alors tout peut se redessiner et en défaveur d'une des États-Unis qui aujourd'hui, enfin en tout cas Monsieur Trump fait chier le monde entier, hein, et de l'État d'Israël aussi qui mène de la terreur dans le monde entier sur les populations, sur toutes les populations. Donc aujourd'hui, il est très clair que l'Iran je pense, elle a fait une erreur. C'était d'accepter la négociation au départ et les pourparlers. Alors peut-être que c'est dans le plan de l'Iran de discuter, de voir un peu comment fonctionnent les États-Unis, mais je crois qu'elle observe les États-Unis et l'État d'Israël depuis tellement longtemps. Les États-Unis disent à l'Iran, oui, mais vous avez ou vous voulez avoir le nucléaire, mais les États-Unis ne reprochent pas à l'État d'Israël d'avoir le nucléaire et on en est certain. On est certain que l'État d'Israël a violé toutes les résolutions et s'est emparé du nucléaire. Donc aujourd'hui, je pense que le monde entier devrait... Merci Chairos. tout redessiner, pardon. Précisément, il y a Thierry qui voulait rebondir sur... Oui, je voulais revenir un peu sur cette idée de chaos, parce que l'actualité toute fraîche là, nous montre encore une chose, c'est que les Arabes, les Saoudiens ont attaqué le Yémen il y a quelques heures, en fait, et on ne comprend pas du tout où est leur intérêt de faire ça. Le détroit d'Ormuz est bloqué, il n'y a plus aucun, depuis 3 jours, 2 ou 3 jours, il n'y a plus aucun méthanier. Le détroit de Bab el-Mandeb devrait suivre. Voilà, c'est ça. Donc l'alternative pour les Saoudiens, c'est de passer par Bab el-Mandeb, et ils ne trouvent rien de mieux à faire que d'attaquer les Houthis. Je crois que le terme chaos, est-ce qu'on va retenir en conclusion de cette chaos organisé, ou plutôt désorganisé, et le terme qu'on va retenir... À quel moment c'est dans leur intérêt, et à quel moment c'est dans l'intérêt de l'économie mondiale? C'est absurde. On n'y comprend rien si on n'a pas la théorie du chaos derrière. Antoine. Oui, on vient de répéter comme quoi Donald Trump, agent du chaos, mais il faut l'inscrire dans la politique étrangère américaine depuis des dizaines d'années. Ce n'est pas le premier représentant du chaos tel qu'on le dessine ici. Il faut se rappeler George Bush Jr., il faut se rappeler, même que ce soit démocrate ou républicain, il y a une certaine cohérence dans le chaos, une continuité, voilà, avec ce qu'on a vu Afghanistan, Irak, comme M. Perimoni nous disait tout à l'heure. Sébastien, pour en finir sur ce sujet, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un point important, c'est que ça ne se passe pas aux États-Unis. C'est au Moyen-Orient, c'est dans le centre de l'Europe, mais c'est jamais chez eux. Et effectivement, vous avez toute une élite globaliste basée aux États-Unis qui gagne beaucoup d'argent en vendant à découvert des actifs pétroliers, en se couvrant, etc. Donc, pour l'instant, finalement, même si la situation économique aux États-Unis est loin d'être excellente, ils sont un observateur en mettant l'anarchie sur les continents où ils ne se trouvent pas. Oui, bon, c'est une stratégie suicidaire. Vous savez, c'est comme la personne qui saute d'un building de 120 étages et à chaque étage, il dit jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Donc c'est sûr que pour l'instant, ça va bien. Mais quand on regarde en effet le système financier et monétaire international, vous savez aujourd'hui le système monétaire et financier international c'est 2 millions de milliards de bulles spéculatives, c'est-à-dire qu'il n'a plus rien, alors que le PIB mondial c'est 100 000 milliards. Donc ça n'a plus rien à voir avec la réalité, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on vit dans une arnaque globale qui est une bulle géante, qui n'a plus du tout, il n'y a plus aucune conception derrière, si ce n'est de créer de l'argent à partir de l'argent, et comme ça a été dit, Trump, c'est délit d'initié sur délit d'initié avec sa famille et ses amis. Donc jusqu'ici, en effet, tout va bien. Mais par contre, si on ferme le détroit de la mer Rouge, si le détroit d'Ormuz reste bloqué, si les conflits s'accélèrent, on peut déjà prévoir, si vous voulez, que l'année prochaine, on aura des émeutes de la faim partout dans le monde. Parce que justement, les engrais, les récoltes, tout ça va être totalement déstabilisé par effet de retardement avec le blocage des détroits.
Et donc, on aura des émeutes de la faim qui vont se globaliser, sans parler aussi de l'inflation. Vous savez, l'inflation aux États-Unis, elle est très importante. Il y a une grande colère. En France, je pourrais vous en parler aussi. Les agriculteurs, les entrepreneurs, etc. payent maintenant leur essence extrêmement chère par rapport à il y a 2 ans. Donc, on a tout un système à la fois d'effondrement du système financier, des gens qui en profitent, certes, mais aussi d'une stratégie de soulèvement des masses qui peut aussi arriver à un moment donné de révolte contre ce système impérialiste, ultra-financier, spéculatif. Et c'est ce qu'on pourrait souhaiter de mieux dans le monde. C'est ce comme l'a dit la dame précédente. Il faut que les gens se lèvent, se réveillent. Et moi, je rêve de manifestations comme on a eu en 2003 au moment de la guerre d'Irak en France pour s'opposer à cette politique de stratégie Sébastien. du chaos qu'on a bien analysée. On va finir sur ce sujet. Thierry veut... Juste un mot, ça va bien tant qu'ils ont encore des munitions, ce qui il n'est pas évident qu'ils en auront longtemps, parce que les munitions, c'est à base de terres rares, et que les terres rares, il y a une guerre géologique en fait. Les terres rares, c'est les Chinois qui les ont. Il y a une extrême dépendance du complexe militaro-industriel américain. Ils vont avoir du mal. Et je pense que Trump va demander On arrête sur le Moyen-Orient. de revenir à la table. La situation au Moyen-Orient est toujours compliquée à suivre avec les revirements permanents de Donald Trump. Y a-t-il une véritable stratégie dans la durée de la gestion de l'administration américaine? Est-elle anarchique? Difficile à l'heure actuelle de répondre à cette question. Le 14 juillet 2026 aura été marqué par l'invitation de représentants des pays européens composant la coalition dite des volontaires. La veille, Emmanuel Macron avait tenu un discours aux accents guerriers face au chef de l'armée française. Écoutons-le. Le message que nous envoyons au monde est le suivant. Oui, la paix est notre but. Oui, nous chérissons la liberté et le droit. Et oui, nous nous tenons prêts à combattre pour les défendre. Toujours, et au prix du sang s'il le faut. Ce prix du sang, payé par nos soldats français, morts pour la France, blessés dans leur chair ou leur âme. Une conférence de presse a eu lieu immédiatement après avec la participation des représentants allemands, anglais, français et ukrainiens. Volodymyr Zelensky a pris la parole pour y exposer ses nouvelles exigences. La coopération en Europe doit être renforcée. Nous devons nous préparer à l'hiver dès maintenant. Aujourd'hui, nous avons discuté de ce qui est nécessaire pour préparer le secteur énergétique. Nous comptons vraiment sur le soutien de nos partenaires. Aujourd'hui, tous les membres de la coalition étaient en fait d'accord avec cela. Merci à tous ceux qui agissent de cette manière. Ces déclarations ont été suivies de nouvelles annonces de financement à l'occasion de la visite d'Ursula von der Leyen. 300 millions d'euros. L'Ukraine renforce l'Europe jour après jour. Et c'est pour cette raison que j'affirme aujourd'hui que l'Ukraine est passée, à bien des égards, du statut d'acheteur à celui de contributeur majeur à la sécurité de l'Europe. Cela implique également une nouvelle façon de travailler ensemble. Je suis donc ravie de lancer avec vous, Volodymyr, un nouveau partenariat industriel de défense entre l'UE et l'Ukraine. Ce que nous signons aujourd'hui est notre propre accord sur les drones. Le moment est venu d'investir en Ukraine, car cela revient à investir en Europe et à investir dans notre sécurité commune et notre avenir commun. Alors, j'observais vos deux visages, Antoine et Thierry, au moment des discours d'Emmanuel Macron sur le sang des Français. Alors vous étiez assez perplexe, vous, ça vous faisait rire. Et c'est vrai qu'on ne sait pas trop comment le prendre. Qui commence? Antoine? C'est vrai que quand on voit qu'il le prend avec beaucoup de distance, c'est comme si c'était quelque chose d'assez abstrait à ses yeux, alors que en fait, il prépare la population à un futur conflit. Et c'est pas une déclaration isolée. Il faut prendre toutes ces précédentes déclarations et celles du chef d'état-major de la défense française, tout à fait. On va vraiment dans on a une continuité dans la préparation de la population à un conflit. Et oui, ça fait peur. Il faut le prendre au sérieux, Emmanuel Macron Je dirais que, d'une part, Macron se prend un peu pour Bismarck, mais en oubliant que Bismarck a fait l'unité allemande après une victoire et pas pendant une catastrophe géostratégique.
Et puis, par ailleurs, que ça nous ramène à sa réalité qui est beaucoup plus modeste. En fait, c'est un sous-traitant des Américains, de l'Empire états-unien, qui vient de fêter ses 250 ans de pillage et de meurtre de masse. Voilà, c'est rien d'autre. Et c'est très triste. Ouais, c'est très triste. Jaïros, je vous voyais acquiescer au moment où Antoine parlait il y a un instant. Alors, premièrement, j'ai moi aussi éclaté de rire lorsque j'ai entendu le sang des Français. Ça me fait pas rire pour les citoyens français, l'armée française, etc. D'ailleurs, je pense que c'est elle qui paiera les pots cassés si tant est que le va-t-en-guerre réussit à faire la guerre à la Grande Russie qui nous est venue en aide à plus d'une reprise, n'est-ce pas? Je rappelle qu'à la base, la Russie est une alliée de la France. Bon, c'est Monsieur Macron, c'est démesuré. J'aime bien ce que vient de dire le collègue en parlant de sous-traitance des États-Unis. On retrouve toujours la même donne, hein, les mêmes colons, les mêmes esprits néocolonialistes. Mais là, c'est quand même particulier. Faire un défilé en y mettant plusieurs têtes qui vont, si vous voulez, narguer la Russie, qu'est-ce que ça en renvoie comme message? Ça envoie... De toutes les façons, nous allons intégrer l'Ukraine dans l'Europe, ce qui sous-entend que M. Poutine l'a toujours dit, et d'ailleurs il tient toujours ses promesses. Si l'Ukraine venait à intégrer l'Europe, là, effectivement, il y aurait conflit mondial. Hein. Là, il y aurait conflit. Je rappelle quand même que l'Europe n'a jamais respecté les accords de Minsk. Donc, c'est plus qu'une confrontation, là, c'est pas nargué, c'est une provocation. Provocation militaire grave, je dirais même mondialement, puisque le monde regarde la France et la Russie. Visiblement, tout le monde s'émerveille ou s'enorgueillit des batailles à droite et à gauche. Et on observe que, par exemple, la Bulgarie, elle n'est pas intéressée, la Pologne, elle s'éloigne un peu, l'Italie, pareil. Et on a toujours les mêmes personnes dans l'échiquier. Donc, qui Macron sert-il? Je pense les États-Unis. La Russie est calme, elle entend, je pense diplomatiquement, elle saura réagir. Je trouve pour ma part, en tant que Française, honteux ces comportements européens. Hein. Il est temps que Madame van der Leyen, j'arrive pas à dire son nom et son prénom là, s'en aille. Aussi, c'est pareil. Ils prennent en otage les populations. Et je pense que personne ne mesure la gravité de la menace que nous avons au-dessus de nos têtes. Donc je pense qu'ils veulent tous la guerre et je pense qu'ils vont finir par l'avoir. Je suis désolée, Xavier, d'avoir ce petite prédiction un peu pessimiste. Il nous reste encore la prière. Sébastien, Oui. Sébastien, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'un côté donc, ce discours belliciste d'Emmanuel Macron, on a Zelensky qui demande de l'argent, hein, pour résumer, et des armes. On a van der Leyen qui débarque le lendemain à Kiev et qui annonce, alors on s'y retrouve plus, tantôt c'est 90 milliards, tantôt c'est 70 milliards, là c'est 300 millions. Simultanément, ça on n'en a pas parlé, mais au sein du régime de Kiev, il y a une crise gouvernementale parce que finalement tout le monde a envie de prendre sa part, le ministre de la Défense, le Premier ministre, Zelensky lui-même. C'est ce mélange à la fois assez dangereux, je pense, de volonté de la part d'Emmanuel Macron d'exister sur la scène politique alors qu'il est sur le départ, et en même temps de toute une partie des complexes militaro-industriels occidentaux et de la clique autour de Zelensky, de gagner de l'argent. Tout ça est un mélange assez dangereux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, d'abord, je vais peut-être avoir des problèmes avec ce que je vais dire, mais quand j'ai entendu Emmanuel Macron, vous savez que sa petite voix, on dirait un vieux, et moi ça m'a rappelé le maréchal Pétain, vous voyez, qui dit « oui, je fais don de ma personne à la France, et les souffrances, etc. » Donc on était un petit peu dans cet esprit malheureusement de collaboration, et il ne faut jamais oublier qu'en invitant l'Ukraine, on légitime la politique du gouvernement de Zelensky, qui, rappelons-le, a fait de Stéphane Bandera, qui avait collaboré avec les nazis, un héros national en lui érigeant des statues. Dernièrement, vous en avez parlé probablement, on a rapatrié et mis en terre le corps d'Andrei Melchnik.
donc pareil, qui était un collaborateur de l'Allemagne nazie, qui ont exterminé près de 100 000 Polonais. Donc d'ailleurs, la collègue le disait, même la Pologne, le président polonais a dû réagir par rapport à ça et commencer à créer des divisions dans la coalition des suicidaires, comme je les appelle. Mais moi, j'ai une petite différence d'analyse. Moi, je ne pense pas que Macron, Merz et la Grande-Bretagne soient à 100% aujourd'hui sous la coupe des États-Unis. On a vu un Trump au moins sur cette question-là. L'Europe essaye de le ramener maintenant dans la volonté de disloquer la Russie, mais il y a quand même une résistance. Et tout est piloté depuis la Grande-Bretagne. D'ailleurs, vous savez, si vous lisez attentivement les déclarations de Maria Zakharova dans toutes ses conférences de presse, vous verrez qu'à chaque fois, elle mentionne explicitement le rôle premier du MI6, le rôle premier de la Grande-Bretagne, le rôle premier justement de la finance britannique, qui aujourd'hui est aux manettes. Et Macron, s'il est le sous-fifre de quelqu'un, aujourd'hui, c'est bien le sous-fifre de l'empire britannique financier. Donc c'est un petit peu une différence que j'aurais par rapport à ce qui était dit. Et n'oublions pas non plus que le chancelier allemand, qui rêve de devenir la première puissance européenne, travaillait pour qui auparavant? Il travaillait pour BlackRock. Donc aussi ces intérêts financiers qui font énormément de profits avec l'État peut-être pas le plus corrompu du monde, mais en tout cas un des États les plus corrompus du monde, qui s'appelle l'Ukraine de Zelensky. Malgré les déclarations à la fois belliqueuses et triomphantes des partisans de la guerre contre la Russie, les voix se multiplient en Europe, critiquant d'une part la politique de l'escalade menée par Bruxelles et d'autre part son efficacité. Le nouveau Premier ministre bulgare, Roumen Radev, a annoncé le retrait de son pays de la coalition des volontaires. La Bulgarie se retire de la coalition des volontaires pour l'Ukraine. Nous ne faisons pas partie d'une coalition qui insiste sur la poursuite de l'aide financière et militaire à l'Ukraine, a-t-il déclaré après avoir assisté au défilé parisien du 14 juillet, auquel 23 soldats bulgares devaient participer. Je crois que la solution à ce conflit ne réside pas dans sa prolongation par des moyens militaires, mais dans une mission diplomatique forte. Mais ce n'est pas tout. Le grand absent de cette réunion parisienne était l'Italie. Et selon le journal italien La Repubblica, Giorgia Meloni a délibérément manqué une nouvelle réunion de la coalition des bienfaiteurs. Je cite, son entourage estime qu'il n'y a aucun intérêt à ces réunions incessantes sur l'Ukraine, instrumentalisées par Macron dans son propre intérêt. De son côté, le journal allemand de centre-gauche, Der Spiegel, pourtant pro-Kiev, dresse un constat amer. La coalition des volontaires se félicite et espère obtenir une arme miracle. À Paris, Zelensky présentera Freya aux chefs d'État qui soutiennent l'Ukraine, censés apporter l'aide de leur capacité de production. Grâce à la coalition contre les missiles balistiques, nous pouvons maintenant le mettre en œuvre très rapidement, a déclaré le président ukrainien plein d'espoir. Cependant, l'Élysée ne souhaite pas susciter de trop grandes attentes. Les délais varient, déclarent des sources proches de Macron. Autrement dit, les Européens ne peuvent pas apporter d'aide dans l'immédiat. Antoine, vous vouliez réagir, je vous écoutais. Oui, on a vu sur cette place de la Concorde cette photo de famille de tous les dirigeants de cette coalition des volontaires. Il serait intéressant de prendre rendez-vous dans un an et voir parmi ces dirigeants qui sera encore là, car on sait déjà que ce ne sera pas le cas d'Emmanuel Macron. Il y a un gros turnover. Ouais. Voilà, Keir Starmer, dans 3 jours, il ne sera plus Premier ministre du Royaume-Uni. Donc déjà ça va nous apprendre beaucoup de choses. Et puis, à chaque nouvelle élection, on a tendance à voir des dirigeants qui ne sont pas forcément d'accord avec les grandes tendances de leurs prédécesseurs. Donc c'est la beauté de la démocratie, il faut bien le dire, en Europe. Donc ça, ce sera vraiment intéressant à voir, sachant qu'on a Emmanuel Macron qui a profiter de ce momentum, d'accueillir pour la dernière fois ce 14 juillet et avec tout son ego et sa recherche de postérité. Il a voulu frapper en quelque sorte un coup, mais il faut bien prendre en compte le fait qu'il pense d'ores et déjà à son après-présidence. Qu'est-ce qu'il sera après ce sera quand au printemps de l'année prochaine. Et ça compte déjà beaucoup pour lui dans sa tête, sans doute. Thierry, on a une voix un peu dissidente, c'est celle de Giorgia Meloni. Il y a une prise de bec, on l'a vu avec Donald Trump il y a 2 semaines. Là, maintenant, finalement, ça n'intéresse plus de venir aux surprises parties organisées par Emmanuel Macron. On sent quand même qu'il y a
il y a des critiques sur cette coalition des volontaires, le nombre réel en fait de gens qui ont envie d'y participer. Oui, il y a des réticences effectivement, Giorgia Meloni, les Bulgares aussi, les Polonais, je crois, qui n'ont pas envie de partager la PAC, l'argent de la PAC avec les Ukrainiens. Cela dit, vu de Washington, c'est pas un problème, quoi. Il y aura toujours un Macron pour envoyer de la viande européenne sur le front quand ça sera nécessaire. Je pense que... Donc pour vous, ces voix dissidentes ne correspondent pas à grand-chose. Ils sont interchangeables. On a vu qu'au Royaume-Uni, il y avait eu, je ne sais plus, 5 premiers ministres différents. C'est le cinquième qui est en train d'arriver là. Voilà, le cinquième arrive, il sera une copie conforme de Starmer, à mon avis. Sébastien, je vous voyais acquiescer. Oui, juste un mot, c'est-à-dire qu'en même temps, moi je pense que les dissensions, on le voit avec la Bulgarie, la Pologne, l'Italie, comme ça a été mentionné, c'est aussi de par la compréhension de la folie de cette coalition des volontaires. On le voit chaque jour, Kiev est poussé avec de l'argent à frapper de plus en plus le territoire russe, à frapper des sites stratégiques, que ce soit pétroliers, même maintenant il s'attaque à l'agriculture. On n'est pas loin, si vous voulez, d'un événement de portée historique, de portée mondiale, qui peut faire que la Russie finisse par dire maintenant trop, c'est trop. Toutes les lignes rouges ont été franchies. Maintenant, on va frapper très très fort, prendre le contrôle de l'Ukraine. Enfin, je ne sais pas. C'est-à-dire que je pense aussi que la peur de voir ce conflit mondial, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même être bien clair que partout on parle d'une troisième guerre mondiale, de manière quasiment officielle. Alors on n'explique pas ce que ça donnera, parce qu'évidemment ce sera des millions de morts, probablement l'utilisation d'armes nucléaires tactiques, on a les Oreshnik, on aura une guerre qui sera absolument dévastatrice. Et je pense que le fait de s'en rapprocher de plus en plus fait aussi que certains dirigeants un petit peu plus, qui ont un peu plus une conscience morale que les Allemands, les Français ou les Anglais, se disent que là, ils ne veulent pas être complices de cette dernière dérive, et dont le 14 juillet a été un exemple tout à fait à la fois ridicule et tragique, si malheureusement ce type d'incident, ce type d'erreur, de folie, si vous voulez, de cette coalition des volontaires pousse l'Ukraine à un acte qui éviterait tout retour en arrière et qui entraînerait cette guerre. Donc moi, je pense qu'il y a aussi une grosse tension à ce niveau-là. Le conflit ukrainien semble n'intéresser que de manière lointaine le président Donald Trump. Interrogé sur Fox News, il espère toujours un accord, mais s'est montré beaucoup plus évasif qu'au début de son mandat. Écoutons-le. Pensez-vous que la guerre entre la Russie et l'Ukraine peut finir avant le terme de votre mandat? Je pense que oui. Je pensais qu'elle se terminerait plus vite. Qu'est-ce qui fait barrage? Parce que je me suis toujours entendu avec les deux dirigeants. Je pensais que ce serait très facile. Qu'avez-vous dit au président Poutine concernant la fin de cette guerre? Je lui répète tout le temps la même chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je lui dis « Vladimir, maintenant il est temps d'arrêter. Il est temps que cette guerre finisse. » Qu'est-ce qu'il vous répond? Je pense qu'il est prêt à trouver un accord. Quand? Bientôt. Pour bien danser le tango, il faut être deux. Mais je suis sûr qu'il est prêt à trouver un accord. La Russie semble avoir pris acte que Washington ne ferait pas pression sur le régime de Kiev et ses alliés européens pour mettre fin au conflit. Starlink est toujours en service pour les frappes otano-kieviennes sur la Russie et les armements américains continuent à être livrés. Pour autant, Dmitri Peskov a salué l'ouverture d'esprit américaine. Écoutons-le lui aussi. On voit bien que les Américains sont occupés ailleurs en ce moment. Malheureusement, la situation dans le Golfe Persique est loin d'être stable, et s'est de nouveau dégradée, ce qui inquiète le monde entier. Il est donc évident que le règlement ukrainien n'est pas leur priorité en ce moment. Pour autant, via nos canaux de communication habituels, que tout le monde connaît, nous recevons constamment des messages indiquant que les États-Unis restent prêts, quand leurs problèmes leur laisseront un peu de répit, à continuer de mobiliser leurs moyens en vue d'un règlement ukrainien. Chairos, donc j'ai compris que vous n'étiez pas une grande fan de Donald Trump et que vous aviez une vision assez pessimiste, mais finalement la retenue de la Russie et le fait que finalement la diplomatie russe tente de préserver la relation avec Donald Trump est plutôt un signe encourageant, vous ne trouvez pas ? Alors, vous avez amoindri ce que je ressens à l'égard de M. Trump, bien évidemment. Et par contre, j'admire le courage de la Russie, de la grande Russie,
face à ces ingérences, ces belligérances. Nous, on l'entend en France. Moi, je vais je me trimballe un peu dans les lieux publics, dans les lieux où on enseigne. Tout le monde dit que la Russie est un danger. Tout le monde. Ici, tout le monde veut faire croire que la Russie est un danger, ce que je ne crois absolument pas. Je voulais dire que je pense qu'effectivement, la diplomatie de M. Poutine est excellente. Qu'aujourd'hui, il est plus facile, effectivement, de montrer du doigt la Russie comme n'ayant pas respecté les accords internationaux, alors que c'est l'inverse, les accords de Minsk ont été violés par l'Europe, on vient de le dire. Mais par contre, ça ne gêne personne, surtout pas M. Macron, Mme van der Leyen, les États-Unis, les Anglais, enfin bon, bref, tout le monde, que là-bas, dans l'État d'Israël, on puisse envahir la Cisjordanie, vouloir la renommer en Judée-Samarie. Enfin, deux poids, deux mesures. C'est inadmissible. Moi, je veux pas la guerre. Mais quand on regarde bien les choses, quand on voit que M. Macron, au début de son mandat, il nous balance la bête de l'événement est là, quand on voit tout ce qui s'est passé, mais de fou, de complètement fou, médical, humainement, il y a plus d'humain, bon, on peut se dire, voilà, ça va partir. Donc là, aujourd'hui, je pense que les BRICS... elles vont se former. Enfin, on en avait déjà parlé, et je pense que les gros États qui aujourd'hui sont des ours dans des cavernes qui regardent comme ça risqueraient bien de sortir les griffes, et ça ferait du bien un peu à tout le monde, parce que je trouve inadmissible que ce soit trois battants en guerre qui dirigent aujourd'hui le monde, la politique mondiale, le porte-monnaie, les finances, on ouvre le détroit, on ferme le détroit, enfin vous l'aurez compris. Effectivement, il est temps que M. Trump se prenne une trempe et toute sa clique, et moi je considère, pas comme le collègue, enfin en tout cas je comprends ce que dit le collègue quand il dit que M. Macron écoute la Grande-Bretagne, mais je pense que la Grande-Bretagne était déjà partie aux États-Unis et qu'ils ont créé les Américains, enfin bon bref, que tout le monde se donne la main pour attaquer notamment l'Iran, la Russie, la Chine, enfin tous ces pays qui disent non au colonialisme. Donc je suis pessimiste, oui. Thierry, vous voulez intervenir? Oui, je pense que la triplette Macron, Merz et Starmer, et puis celui qui viendra derrière, en fait, tire les marrons du feu pour le complexe militaro-industriel américain, y compris dans le domaine technologique. Vous parliez de Starlink, mais il y a aussi toute l'intelligence artificielle, Palantir, Auterion, etc. Donc nous, on va fournir la chair à canon, en fait, parce que les Ukrainiens aujourd'hui arrivent à l'os, quoi. Ils n'ont plus d'hommes à mettre sur le théâtre d'opération. Donc on est censé y aller. Thierry, nous non plus. Enfin, je veux dire, moi je suis un ancien militaire français, donc je regarde l'armée française. On a rien à envoyer. On a envoyé 1000 hommes en Roumanie en 2022. Ça a été la croix et la bannière. Et je pense qu'on ne pourra même pas maintenir 2 à 3 000 hommes sur le front ukrainien, surtout qu'on n'a aucune expérience de la guerre. Dans leur rêve, on signe un cessez-le-feu et les armées européennes viennent investir le théâtre ukrainien. Ça n'arrivera pas, bien sûr. C'est vrai que c'est ce dont il est question. Oui, tout à fait. C'est le sens de cette coalition des volontaires. C'est dès que soit la paix est signée, soit au minimum un cessez-le-feu est signé, alors ils viennent comme force d'interposition, mais déjà avec quel effectif, ça c'est vraiment une autre question. J'aimerais simplement revenir sur la façon sur Donald Trump et sa façon de faire de la diplomatie, parce que c'est vrai que depuis Anchorage l'année dernière, c'était au mois d'août l'année dernière, bientôt il y a quasiment un an, il y a une certaine fatigue de voir ces allers-retours de Witkoff, Dmitriev, parce qu'on n'en voit pas au final de résultats, et c'est pour ça on commence à Moscou à entendre des voix qui disent Dmitriev, à quoi il sert véritablement, on ne voit pas de sortie. Malgré tout, il y a toujours cette patience du côté du Kremlin qui ménage volontairement Donald Trump, parce que aux yeux de la Russie, il voit le président américain comme le seul possible d'imposer un compromis à Kiev. C'est encore le cas. Après, est-ce que ce sera le cas? Qui tient Trump pour un idiot qui va marquer des buts contre son camp. C'est possible aussi. Sébastien, je voudrais vous soumettre ma théorie à moi. Pour moi, ce qui s'est passé en Anchorage il y a un an, c'est la rencontre entre les deux belligérants qui se font la guerre en Ukraine. Il
Il y en a un qui gagne qui s'appelle la Russie, il y en a un qui perd qui s'appelle les États-Unis. Et finalement, les Russes ont envie d'arriver à un accord, et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ménagent Donald Trump, c'est que quoi qu'il arrive, ce ne sera pas la défaite de Biden. Si jamais les Russes, moi j'espère que on arrivera au moins à une cessation des hostilités, pourquoi pas cet automne ou au début de l'année prochaine. Mais quoi qu'il arrive, c'est une guerre entre les États-Unis et la Russie, et les États-Unis vont la perdre. Donc je comprends aussi cette idée de ménager la partie américaine pour qu'elle accepte finalement un accord qui validera sa défaite. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ma théorie. Oui, moi je suis pas, c'est théorique, mais en même temps c'est tout à fait réel. Je pense que ça a été mentionné, la patience de Poutine, le fait qu'on maintient les relations diplomatiques, qu'on discute, qu'on essaye d'arriver à un accord. Moi j'étais très content aux discussions d'Anchorage, puisqu'on avait parlé d'un projet que nous défendons depuis très longtemps, vous savez, de faire ce fameux tunnel sous le détroit de Bering et de l'appeler le tunnel Trump-Poutine, pour justement mettre fin à ce conflit par le développement, par un acte symbolique, et de relier les deux pays entre eux par ce tunnel, par ce pont, et qui permettrait de finaliser, entre guillemets, cette guerre des blocs, cette guerre froide, en fait, qui dure depuis 1945 et qui est alimentée. Mais la question, en effet, qui va se poser très rapidement, c'est les élections de mi-mandat de Trump. Quel résultat ? Quel pouvoir aura-t-il après ces élections? Et qui potentiellement sera candidat pour les prochaines élections? Mais il faut espérer que justement cette patience de Poutine et cette ouverture de certaines factions autour de Trump pour régler réellement le conflit en Ukraine puisse se faire très rapidement avant qu'on retrouve un Biden ou quelqu'un de ce type qui là sera totalement engagé dans la coalition des volontaires avec l'objectif explicite de disloquer la Russie. Alors ça a été dit, on n'a pas de munitions, on n'a pas d'armes, on n'a pas de soldats. Mais si vous regardez le programme Rearm Europe, on veut investir 800 milliards, on veut faire de l'Allemagne 400 000 militaires super formés, première puissance militaire européenne, la France réarme, la France réinvestit. Donc il y a aussi une stratégie à moyen terme de pouvoir être capable de mener un conflit contre la Russie. Et ça, c'est très dangereux, et c'est contre ça que devraient se mobiliser les peuples européens. En particulier en sortant de l'OTAN, en sortant de l'Union européenne directement, ça c'est la priorité absolue pour les peuples européens, et de ne pas soutenir cette stratégie à moyen terme d'un véritable conflit où on s'est préparé jusqu'en 2030, 2029 selon les estimations, et avoir un conflit qui soit beaucoup plus dévastateur. Pour finir sur ce sujet, vous vouliez dire quelque chose? Non, rien de spécial. Je voulais simplement signaler que les Américains ne sont pas des partenaires, sont des parties prenantes. C'est pas des. Oui, tout à fait. Donc, et ils sont même à l'origine. C'est la puissance. Voilà, c'est pas moi qui dirais le contraire. Et depuis 2004, c'est même pas depuis 2014, depuis le premier Maïdan en 2004. Absolument. En tout cas, c'est ce que je pense. Ils s'en vantent en plus. Ils s'en vantent, oui. La campagne militaire d'été va jouer un rôle crucial dans la résolution du conflit ukrainien. La Russie, qui domine sur le terrain militaire, pourrait très bien donner une place de médiateur au président américain à la veille des élections de mi-mandat, même si le président américain n'a jusqu'à présent joué aucun rôle déterminant. Comme nous l'avions prédit, les sanctions contre les journalistes dans l'Union européenne faisaient figure de test. La classe dirigeante française rêve de reproduire au niveau national ce que Bruxelles réalise au niveau supranational. C'est le cas du sénateur macroniste Laurent Lafon qui a présenté son rapport sur les zones grises de l'information. Il y expose un nouveau concept. Écoutons-le. Que se passerait-il en effet si une personnalité, un courant de pensée, un parti politique disposant de moyens financiers conséquents, décidait de le mettre au service d'un projet politique en utilisant les réseaux sociaux comme une arme? Sommes-nous prémunis de tout risque d'ingérence intérieure? Notre réponse à cette question est clairement non. Nous avons une vulnérabilité et elle est réelle. Nous avons un outil pour faire face aux ingérences extérieures. Nous n'avons pas d'outil pour faire face aux ingérences intérieures. Ce rapport va dans la droite ligne de la proposition de loi présentée devant le Sénat français par Bruno Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur, désormais sénateur, et par son successeur, Laurent Nunez, en mai dernier. Écoutons-le.
Ça visera tous les groupes, hein. Mais c'est aussi le cas dans le cas du texte de M. Retailleau. L'entrisme islamique peut venir de l'ultra-droite ? Non, pas du tout. Okay. C'est aussi le cas dans le texte de M. Retailleau. C'est-à-dire qu'on prévoit de dissoudre un certain nombre de structures, ou par exemple geler les avoirs administratifs de structures qui sont dans l'islamisme politique, comme ils peuvent être dans la violence de l'ultra-gauche ou de l'ultra-droite. Voilà, c'est un texte large. C'est d'ailleurs pour ça que nous, l'intitulé du projet du gouvernement ne vise l'entrisme et le séparatisme sans forcément faire référence à l'islamisme politique, même si évidemment ce texte a été écrit pour lutter contre ces dérives-là, mais elles auront vocation à s'appliquer à d'autres types de dérives. Antoine Clairaut, de quel droit les Français s'ingèrent dans la politique intérieure de la France ? C'est un scandale, Xavier. Quelle honte. Il faut faire quelque chose. Non, mais c'est vrai que rien que si on décompose les mots, ingérence intérieure. Ingérence, par définition, ça vient de l'extérieur. Donc, on le sent très fier d'avoir trouvé cette formule. Et au final, qu'est-ce que ça nous donne comme résultat ? Ingérence intérieure. Mais j'aimerais aussi ouvrir encore plus le débat, parce que là, on parle du cas de la France, mais c'est une tendance de fond qu'on retrouve au niveau européen. C'était la semaine dernière maintenant, on a eu le vote au Parlement la veille des vacances sur Chat Control qui permet l'automatisation de la lecture de tous les messages que vous pouvez poster dans des messageries. Alors, des messageries pour l'instant qui ne sont pas cryptées, mais à la rentrée, il y aura Chat Control 2.0 et là, ça permettra la lecture de toutes les messageries qui sont censées être cryptées. Donc, on est vraiment à une époque où quid de la propriété personnelle, de l'expression et de vraiment, est-ce que ce qu'on communique avec les autres, est-ce que c'est réellement protégé ou pas ? Est-ce qu'on est en Europe qui se dit le continent de la protection des données, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui fait partie de notre Constitution, article 11, liberté d'expression, article 17, propriété, droit inaliénable à la propriété. Chairos, j'ai vu que ça vous avait fait rire, mais c'est quand même pas très drôle, ce virage totalitaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, j'ai rigolé, parce que vous m'avez fait rire, messieurs, voilà. Alors, peut-être que vous ne le savez pas, mais à côté, moi, je suis une grande militante. Et justement, j'ai observé depuis plus de 2 ans des choses très graves. Alors, j'ai rigolé pour l'histoire des Français qui viennent s'ingérer dans la politique française. Ça, c'est très drôle, On devrait le reprendre partout. Mais il est très clair que la Hasbara... Alors, Hasbara, c'est des explications en hébreu. C'est ce qui a un peu tout lancé là, ces 2 dernières années. Je constate, moi, à titre perso, qui utilise beaucoup les réseaux sociaux, que tout est tronqué, effectivement. Les algorithmes, on a des agents provocateurs qui arrivent, qui racontent tout et n'importe quoi. Alors, ingérence intérieure, c'est un peu particulier, mais une ingérence par des moyens de communication, oui, ça a toujours été le cas. C'est juste que là, visiblement, la France ne s'est pas adaptée. Il y a autre chose. On parlait des libertés individuelles. Aujourd'hui, la Constitution des droits, la Constitution des droits de l'homme, l'article 6, le respect à la vie privée, l'article 9 du Code civil français, tout ça, c'est obsolète. C'est ce qu'on nous fait croire. Donc, non seulement les États, notre État français, moi je suis en France là, récupère des données sur nous et contre nous, pour les utiliser contre nous. Pire encore, elles sont distribuées dans le monde entier. Donc, il n'y a même plus de respect à la vie privée d'une. Il y a une espèce de forme de chantage, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est aussi, aujourd'hui sur Internet, tout est possible. Vous avez le droit de faire chanter les gens, de pouvoir détruire des vies au profit des autres, sous le prétexte de l'islamisme et de l'antisémitisme. Bouh, il y a des islamistes partout et des antisémites. Ouh là là, vous ne pouvez plus rien dire. Sinon, vous êtes antisémite. Alors, je rappelle que je suis née juive, comme ça on va calmer tout le monde, mais que je trouve ça intolérable qu'on puisse cliver, faire du séparatisme sur les populations, que les agents, les élus politiques français utilisent la rhétorique du Second Reich, du Troisième Reich, au même titre en 2026 en disant islamisme. C'est insupportable. Donc la propagande, il y en a toujours eu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est
l'État français qui a les manettes de cela. Et j'ajoute que Elon Musk a mis un grand coup d'envoi, je ne sais pas si vous l'avez vu, messieurs, mais il s'est permis, et ça c'est une ingérence, mondialement d'afficher son soutien à Marine Le Pen. Je rappelle que je ne suis pas politisée, j'ai pas d'étiquette politique et que je ne vote pas, mais ça s'appelle de l'ingérence. Merci, Charles. Voilà ce que je peux. Merci, Charles. Thierry, vous êtes surpris par c'est un virage ou finalement c'est la continuation d'une politique qui se met en place depuis des années? C'est presque grotesque. Enfin, pensez donc des Français qui reviendraient presque à s'occuper de leurs propres affaires, quoi. Je ne sais pas, c'est un élément de contrôle social supplémentaire qui vient s'ajouter à déjà des lois assez nombreuses sur la provocation à la haine, etc. On a l'ARCOM. Oui, ce qui est intéressant, c'est le côté il y a un carcan légal et paralégal autour de la liberté d'expression qui ne fait que... Là, on va au bannissement intellectuel, finalement. Ouais. C'est ahurissant, mais je pense que c'est juste en ligne avec ce qui se produit dans les autres pays occidentaux. On voit qu'en Allemagne, il ne faut pas dire du mal du chancelier. En Angleterre, une réflexion sur Facebook et vous avez la police qui vient se perquisitionner chez vous. C'est qu'un élément de plus, mais bon, sans surprise. Ça s'ajoute. Oui. Sébastien, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'Union européenne, la Commission européenne... Simplement, c'est grotesque. Oui. Oui, c'est grotesque. C'est grotesque. On voit encore une fois l'Union européenne, la Commission européenne qui répète en permanence qu'ils sont là pour défendre l'état de droit. Emmanuel Macron d'ailleurs en a parlé dans son discours de défendre l'état de droit, de la liberté d'expression, etc. Et en fait, ils font exactement le contraire de ce qu'ils proclament. Comment vous voyez ça, vous, de votre côté ? Moi déjà, quand j'ai entendu la déclaration que vous avez passée, je me suis jeté sur mon agenda pour voir si on n'était pas en 1984. Parce que là, j'ai eu quand même un gros doute, vous savez, en référence au livre d'Orwell, bien entendu. Et deuxièmement, ce qui est également paradoxal, c'est que quand il dit ce qu'il dit, on a l'impression qu'il décrit le système français actuel. C'est-à-dire qu'on a des milliardaires, Bolloré, Mathieu Pigasse, qui financent des partis politiques, qui leur ouvrent toutes les chaînes qu'ils possèdent d'Europe 1 à CNews, en passant par Le Monde et tout ça, c'est-à-dire que tout est partagé entre quelques milliardaires. Il y en a quasiment 8 ou 9 qui contrôlent 98% des médias français. Donc il y a déjà une ingérence, si vous voulez, intérieure, pour reprendre son terme ridicule, qui est totale, qui est cette case de milliardaires et de financiers qui contrôlent l'ensemble de la politique française sans aucun débat. Donc pour moi, on est déjà dans une dictature depuis longtemps. Vous savez, moi je suis militant politique avec Jacques Cheminade. En 95, la première fois où il était candidat, on lui a rejeté ses comptes de campagne, on l'a ruiné, on lui a tout pris, on l'a mis quasiment à la rue. En 2012, il s'est représenté, Manuel Valls a à nouveau rejeté ses comptes de campagne, il a été à nouveau ruiné, et il n'y avait rien de légal. Donc aujourd'hui, c'est juste qu'on légalise, si vous voulez, l'élimination des opposants. Et c'est vrai que les réseaux sociaux ont permis d'ailleurs de plus en plus d'opposition, ça faut être honnête. Et donc aujourd'hui, ça arrive à un moment donné où avec ce mouvement, c'est ce ferment de grève de masse, vous savez, qu'il y a un petit peu partout en Europe et particulièrement en France. Il faut rajouter une couche de contrôle social et donc instaurer un ministère de la vérité. Donc c'est 1984, un ministère de la vérité qu'on appelle, alors je l'ai noté, un observatoire indépendant de la désinformation. Donc vous voyez comment on trafique tous les mots, mais c'est bel et bien un ministère de la vérité. Sébastien, Sébastien, on arrive à la fin de cette émission, mais je retiens 1984 et mise en place du ministère de la vérité. Ce sera le mot de la fin. La rentrée du mois de septembre ne sera pas seulement celle des écoliers, elle marquera aussi pour la France le début réel de la campagne présidentielle. Il semble désormais que tous les coups seront permis. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Ici Moscou. Les francophones parlent aux francophones, les Français parlent aux Français.